Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus nombreuses et nombreux ce soir. Donc merci d'être ici pour cette soirée qui n'est pas une soirée d'hommage, qui est une soirée de réflexion lucide, distancée, qui sera peut-être parfois empathique, parfois aussi critique, je l'espère, parce que le temps a passé, le temps du regard lucide, justement, est venu. Cela fait 30 ans, bientôt jour pour jour, que François Mitterrand a été élu président de la République. 15 ans qu'il est mort, il aurait 94 ans aujourd'hui. Et c'est à l'homme que nous allons nous intéresser ce soir. Cet homme qui était, comme le disait Pierre Viançon-Ponté, qui a magnifiquement incarné le journalisme politique dans cette maison, un mélange de Rastignac et de Julien Sorel, ou comme le disait Pierre Nora, un mélange de Petit Prince et de Casanova, de Machiavel et de Don Corleone. Cet homme, donc, c'est à lui que nous allons nous intéresser, à ses idées, à ses actes, à ses mystères, à ses mensonges, ses réussites, ses échecs, sa face lumineuse et sa part d'ombre qui a beaucoup fasciné, son héritage enfin, et la leçon qu'on peut tirer de son action, parce qu'il n'a échappé à personne que dans un an, nous aurons rendez-vous à nouveau avec l'histoire, une élection présidentielle, et évidemment, le spectre de François Mitterrand est présent dans tous nos esprits, et notamment à gauche, car il est quand même le seul à avoir porté la gauche au pouvoir à 2 reprises sous la Ve République, en tous les cas à l'Élysée. Alors, nos invités ce soir, Elisabeth Guigou, d'abord, merci d'être avec nous. Vous êtes députée de Seine-Saint-Denis, vice-présidente de l'Assemblée nationale. Mais si vous êtes avec nous ce soir, c'est parce que vous avez été conseillère à l'Élysée pendant 8 ans, de 1982 à 1990, et que ensuite vous avez été ministre déléguée aux Affaires européennes de 90 à 93. Donc vous avez travaillé avec François Mitterrand, notamment sur tout ce qui concerne la politique étrangère, qui est un thème que nous aborderons ce soir, évidemment. Robert Badinter, sénateur des Hauts-de-Seine, si nous vous avons invité ce soir, et nous vous en remercions, c'est parce que vous avez, connu longuement François Mitterrand pendant plus de 3 décennies. Vous êtes également celui qui incarnait la réforme, en tous les cas la décision que tout le monde cite, évidemment, en exemple, quand on se souvient du 1er septennat de François Mitterrand, l'abolition de la peine de mort. Vous êtes aussi l'homme qui a présidé le Conseil constitutionnel pendant la plus grande partie du double septennat de François Mitterrand, puisque vous l'avez présidé, évidemment, pendant 9 ans, de 1986 à 1995. Alain Duhamel, vous êtes l'auteur de plusieurs livres, et plusieurs livres politiques, nombreux livres politiques, et plusieurs consacrés à Mitterrand. Vous êtes, je le disais, l'auteur du très beau portrait qui ouvre notre hors-série, François Mitterrand, l'artiste de la politique. Sans doute le journaliste qu'il a le plus côtoyé, le plus interviewé à la télévision et à la radio. Le seul aussi avec qui François Mitterrand a signé un livre. C'est un livre important, tournant, qui marque un tournant dans la carrière de Mitterrand. On en parlera tout à l'heure. Ma part de vérité, qui est apparu chez Fayard en 1969. Enfin, Raphaël Baquet, vous êtes bien connu de nos lecteurs, grand reporter au Monde, ancienne chef du service politique. Vous n'étiez pas au Monde au début des années 90 quand vous avez commencé à fréquenter la Mitterrandie, mais vous êtes devenue au fil des années une experte patentée de cette Mitterrandie, et vous l'avez brillamment démontré dans un livre consacré à François de Grossouvre et à ce suicide du 7 avril 1994, le dernier mort de François Mitterrand, qui a reparu en poche il y a quelques semaines. Alors pardonnez-moi pour cette introduction un petit peu longue, on va tout de suite entrer dans le vif du sujet. Et la première question que je voudrais vous poser, je la pose à vous, Elisabeth Guigou. Où étiez-vous le 10 mai 1981 et quels souvenirs gardez-vous de cette journée historique ? Ça marche ? Bonsoir. J'étais à Londres, où j'étais en poste depuis 2 ans comme attachée financier à notre ambassade. Et j'avais évidemment fait la campagne de François Mitterrand autant qu'on pouvait le faire à Londres, dans les milieux diplomatiques et les quelques Français qu'on connaissait en dehors de ces milieux.
Alors nous avions reçu du matériel de Gigel Charza, qui avait été chargé de faire le tour des capitales européennes pour donner le matériel de campagne et les principaux axes de campagne. Et je me souviens que nous étions une petite poignée, peut-être même pas, oui, à peine, de jeunes diplomates qui militions pour François Mitterrand avec des Français de Londres. Ils n'étaient pas très très nombreux à l'époque. Mais pour vous dire, on faisait des réunions d'appartements, quoi, comme pour une élection cantonale, tellement on était peu nombreux. Et alors il y avait à Londres, notre ambassadeur était Jean Sauvagnat, qui avait été ministre de Valéry Giscard d'Estaing, et qui évidemment souhaitait ardemment la réélection de M. Giscard d'Estaing. Alors, quand nous sommes arrivés, d'abord le 10 mai, très franchement, nous ne pouvions pas croire à la victoire. C'était d'abord parce que... Vous l'avez su à quelle heure? Alors, on l'a su J'avais eu un coup de fil vers 19h30 d'amis, un ou deux, d'amis qui disaient ça y est, c'est acquis, mais je ne voulais pas y croire, jusqu'au moment où nous avons vu les dépêches. Voilà. Et il faut dire que, enfin, pour nous, ça a été un moment extraordinaire, parce que moi, j'avais pas le droit de vote en 65, mais j'avais quand même déjà milité autant que je pouvais pour l'élection de François Mitterrand. Ça a été une divine surprise de voir qu'il pouvait mettre le général de Gaulle en ballottage. Bon, pour les étudiants que nous étions, c'était un espoir. Bon. Après, en 74, il aurait dû gagner à nos yeux. Ça a été vraiment à presque rien. Donc, il avait porté les espoirs de la gauche. Et pour nous qui étions nés avec la Ve République en politique, au fond, nous n'avions pas le souvenir. Un jour, il y a pas très longtemps, M. Giscard d'Estaing m'a dit « Mais pourquoi? Qu'est-ce qui vous a attiré, vous, les jeunes, comme ça, à cette époque ?» Je lui ai dit « Parce que pour nous, c'était l'homme du renouveau, quoi. C'était pas l'homme de la Quatrième République. C'était celui qui portait l'espoir du renouveau de la gauche, parce qu'il était resté obstinément dans l'opposition, parce qu'il avait écrit ses livres, parce que le coup d'État permanent et d'autres encore. Et donc, voilà. Alors, évidemment, ce soir-là, ça a été une joie extraordinaire. Nous sommes arrivés à la réception à l'ambassade où étaient invités tous les Français, ou presque tous en tout cas, qui étaient à Londres. Et il régnait un silence de mort dans cette pièce, avec l'ambassadeur qui était là, qui avait préparé le champagne, mais qui, évidemment, avait une mine extrêmement renfrognée. De toute façon, lui, il n'aimait pas les réceptions. Au bout d'une heure, il disait « Fichez-moi tout ce monde dehors ». Hein. C'était vraiment... Il avait été ministre des Affaires étrangères, il n'aimait pas ce qu'il faisait, quoi. Mais alors là, il y avait une ambiance. Et alors, nous sommes arrivés, une petite bande comme ça, en disant « Bon, ben voilà, c'est formidable. » Donc, enfin, l'alternance. On s'est beaucoup amusé ce soir-là. Mais on était frustrés en même temps, parce que, voilà, on n'était pas place de la Bastille, on n'était pas... Donc, il nous a manqué quelque chose. Et vous, Robert Badinter? Moi, j'étais dans ma cuisine avec Régis Debray en train de peler des pommes de terre pour la salade du soir. C'est très simple. Nous avions un petit groupe comme ça, qui a beaucoup travaillé avec et pour François Mitterrand. Et coutume de nous réunir les soirs des élections, quand c'était fini, avec des bouteilles de champagne prêtes, que nous finissions par boire, mais qui n'étaient pas celles de la victoire. Là, nous considérions, parce qu'on connaissait quand même les sondages, on considérait que les chances étaient très fortes et que François Mitterrand l'emporte. Et c'est à 6h30, je le revois encore, tous les deux, nous taisant d'ailleurs, ouais, très tendus, jusqu'au moment où nous avons reçu un coup de téléphone venant de l'état-major de Charles Salzman, d'ailleurs, spécialiste en sondage de l'équipe Mitterrand, et disant voilà, c'est sûr, les sondages s'étendent, à cette heure-ci, ça ne peut plus changer. Donc, eh bien, je dis, on est tombé dans les bras l'un de l'autre, et puis Elisabeth est descendue, et les poignée d'amis est arrivée. Et Mitterrand avait dit qu'il passerait, il passait les soirs de défaite, il n'est pas venu ce soir-là. Il était trop occupé, ce que je comprends parfaitement. Voilà. Mais en effet... Pas de place de la Bastille? Si, pas avec Elisabeth qui déteste danser, mais avec ma fille Judith qui avait l'âge où on adore danser, et on y a été tous les deux.
pas très longtemps, l'orage, vous me rappelez, est arrivé très vite et on est reparti. Mais enfin, j'ai dansé place de la Bastille avec Judith ce soir-là. Voilà, donc une grande soirée. Un très bon souvenir. Alors, on se souvient dans ce qui passe et ce qui repasse et ce qui va passer à nouveau ces jours-ci, c'est toujours la voix de Jean-Pierre Elkabbach qu'on entend, c'est pas la vôtre. C'est normal parce que chacun avait son rôle. Lui était avec Étienne Boujotte, le co-présentateur, et moi j'étais le commentateur, donc j'ai parlé en troisième. Alors, je n'ai pas absolument le même genre de souvenir qu'Elisabeth ou que Robert Badinter de cette soirée, bien entendu, qui a été d'une certaine manière une soirée assez initiatique. J'ai connu évidemment les résultats relativement tôt, disons vers 18h15, quelque chose comme ça. J'avais promis au chef du service politique de l'Humanité de l'appeler pour lui donner le résultat de Georges Marchais. Il s'appelait Jean Le Lagadec. Et donc je l'ai appelé et je lui ai dit voilà, à ce moment-là, on avait encore un petit bout de fourchette. À cette heure-là, on était entre 14 et 16. Je lui ai dit c'est 14 et 16, peut-être vers le haut. Et il m'a absolument furieux, il devait être à mon avis entouré par Plissonnier d'un côté et Marchais de l'autre, absolument furieux, il m'a dit mais c'est pas le moment de plaisanter. Alors je lui ai dit mais je plaisante pas du tout, c'est ce qu'on a comme chiffre. Et il m'a dit ça n'est pas possible. Je lui ai dit bon bah écoutez voilà, c'est le premier souvenir. Ensuite, la difficulté a été d'avoir l'air normal à la télévision pour une soirée qui était une rupture à tout point de vue, qui était une rupture politique évidente, puisque c'était la première fois que la gauche gagnait sous la Ve République, et qui était une rupture aussi au sein de la télévision. Et alors, c'est là pour ça que je parle de soirée initiatique, parce que ça a été pas forcément agréable, mais extraordinairement fascinant de voir les comportements individuels. On a vu ses meilleurs amis qui brusquement vous tournaient le dos en disant vous êtes dans le camp des vaincus. On a vu des braves types pas très malins venant vous serrer la main absolument comme si c'était la condoléance devant les funérailles de vos parents en disant on vous aime bien quand même. On a vu des techniciens qui disaient c'est mauvais pour vous mais c'est bon pour nous. Enfin, c'était comme ça. Et puis les hommes politiques qui se tenaient plutôt mieux que les journalistes ce soir-là, j'ai trouvé en règle générale, qui arrivaient les uns après les autres. Tous stressés et souvent estomaqués, quelle que soit leur préférence. D'ailleurs, honnêtement, je crois que c'est une soirée qui à la fois a marqué, que tous ceux qui y ont participé se rappellent dans les détails. En tout cas, moi je me la rappelle pratiquement minute par minute. Je crois qu'on a tous été assez mauvais. Ceux qui présentaient les résultats l'ont fait sans excès d'enthousiasme. Ceux qui les ont commentés comme moi, les ont fait en voulant surtout pas donner le sentiment qu'ils avaient changé d'avis par rapport à la veille. Et les hommes politiques se marchaient sur les pieds, les uns et les autres. Bon, ceux qui avaient perdu trouvaient que c'était quand même anormal. Et ceux qui avaient gagné commençaient à y croire, mais en se disant « Que va dire François Mitterrand ?» Donc c'était une de ces soirées dont on se rappelle. Parce que François Mitterrand a pris la parole tard, depuis la terrasse de l'hôtel du Vieux-Morvan. C'était une de ses spécialités. De toute façon, oui. Il était toujours en retard. Et quand il ne l'était pas naturellement, il l'était méthodiquement. Et c'était aussi une manière pas d'apprivoiser le temps, mais de dominer le temps. Et il a toujours, toute sa vie politique, dans les grandes choses comme dans les toutes petites, il a toujours voulu choisir lui-même le moment. Et de préférence, un moment un peu différent de ce qu'on attendait. Et c'est vrai que cette soirée-là, on l'a attendu. Mais bon, on s'est rattrapé pendant les 14 années qui ont suivi. On va parler évidemment des 14 années qui ont suivi. Raphaël, vous n'avez pas voté en 81, puisque vous étiez trop jeune pour le faire. Mais quel souvenir de jeunes filles, de lycéennes ou d'étudiantes vous gardez de ce moment? J'imagine qu'à 17 ou 18 ans, vous aviez déjà un œil... Moi, je n'ai pas voté, effectivement, mais j'étais tout de même à la Bastille, puisque je suis parisienne et que c'était évidemment un événement très important pour tout le monde et pour quelqu'un qui se passionnait déjà pour la politique. Mais comme Alain parlait d'un événement initiatique, moi, j'ai connu Mitterrand justement à la fin. Et effectivement, c'est-à-dire lors de son dernier 14 juillet en 1994, je l'ai connu, c'est très prétentieux de dire ça, je l'ai approché.
lors de sa dernière garden party. Et je crois que ça disait aussi très long sur la force qui pouvait émaner de lui, puisqu'il était à l'époque... D'abord, c'était l'époque aussi des scandales, il faut bien le dire. Donc, j'en avais une vision peut-être moins poétique et lyrique qu'en mai 81. Mais c'était aussi l'époque où on voyait son combat contre la maladie qui lui donnait une certaine grandeur. Et il était physiquement très impressionnant, avec cette espèce de profil d'empereur romain, ce teint cireux et jaune. Et je me souviens qu'il était très petit, ce qui m'avait frappé, évidemment. Quand on le voyait à la télévision, on n'avait pas du tout cette impression. Et tout le monde s'écartait sur son passage. Et il y avait ce jour-là un autre grand fauve de légende, qui était Alain Delon. Et au fond, Alain Delon dégageait exactement la même chose. C'est-à-dire, il y avait la même aura autour de ces deux hommes. Et voilà, c'était ça ma première approche de Mitterrand. Et vous citiez tout à l'heure Pierre Nora qui disait à la fois un Casanova et un Don Corleone. C'était aussi ça. C'est-à-dire qu'effectivement, à la fois quelqu'un d'extraordinairement présent physiquement, dont on connaissait l'histoire mouvementée, et dont cette histoire mouvementée le rendait pour les gens de ma génération, parce que je suis toujours frappée de voir que ceux qui ont accompagné Mitterrand, et je le comprends, sont choqués qu'on rapporte sa face plus noire, disons, et au contraire, pour les gens de ma génération, ça lui donne une densité extrêmement intéressante, et c'est ce qui a construit sa personnalité, au-delà de son bilan politique, qu'on peut discuter, admirer, contester, mais c'est ce qui fait qu'il est devenu un personnage au-delà, à la fois un grand personnage historique et un personnage littéraire. Alors, vous m'offrez une très bonne transition pour vous demander aux uns et aux autres, on va remonter dans le temps, vos souvenirs de votre première rencontre avec François Mitterrand. Alors commençons peut-être avec vous, Robert Badinter, et replongeons... Oui, je pense en effet, en raison de l'âge, que c'est probablement moi qui ai cette chance, bien que j'ai dû le rencontrer aussi assez tôt. Et j'y réfléchissais en venant, c'est 53. C'est 1953, j'ai rencontré pour la première fois Mitterrand. Donc il était quoi, ministre de l'Outre-mer à l'époque ? Je ne sais plus. Ouais. Je ne sais plus, mais c'était avant le gouvernement Mendès. Et c'était... moi, je n'étais pas, je le marque pour que ce soit très clair, je n'ai pas fait partie du cercle mitterrandien des années 4e République. Mes liens avec Mitterrand commencent effectivement en 1958, très exactement octobre 58. Je le connaissais, mais je n'appartenais pas à ce cercle des amis très proches, politiques, comme était Roland Dumas à ce moment-là, ou André Rousselet, bien entendu Georges Dayan, d'autres encore. Non, moi pas. Ce n'était pas là que je m'inscrivais. Et je me souviens d'avoir rencontré François Mitterrand, qui apparaissait comme un des ceux qui seraient bientôt président du Conseil. Tout le monde le savait, tout le monde le disait. Il y avait Félix Guillard, lui, il y avait aussi Duhamel d'ailleurs à l'époque. Dans une société bizarre, typique de la 4e République, une société composite autour de Pierre Lazareff, dans un restaurant très connu à l'époque, où il tenait table ouverte et recevait hommes politiques et d'autres encore, et qui s'appelait le Berkeley. Vous vous souvenez sûrement de ça. Et c'est là où je l'ai vu pour la première fois, égal à lui-même, courtois. C'est tout. Je l'ai revu quelques fois ensuite, mais pas beaucoup. Vraiment, pas beaucoup. Non, j'ai dû le voir une ou deux fois. Et un peu plus, un peu plus. Là où je l'ai vu, là j'en ai gardé un certain souvenir, c'était au tennis. Car Mitterrand jouait au tennis moins bien que vous. Et disons-le, oui, bien que vous. Et mieux qu'Atali quand même. Mais ça n'est pas facile. Ah oui, mais qui avait une particularité. Je raconte l'anecdote. J'avais arbitré un match, ça dans un tennis privé, une cour privée, entre Félix Gaillard et François Mitterrand. Et Félix Gaillard jouait nettement mieux que François Mitterrand. Il était classé à 15-3. Oui, pas Mitterrand. Je ne vous demanderai pas combien vous étiez à l'époque. Moi, je murmurerais le mien, qui était 15 tout court. Ce qui est pas voyant.
Alors en bas, 15, tout à fait en bas du 15. Tout à fait en bas. On va pas se lancer dans ces détails. Toujours est-il que, visiblement, Gaillard jouait mieux. Mais que, ostensiblement, c'était pas possible pour Mitterrand de perdre. C'était pas possible. Il serait mort sur le cours plutôt que de ne pas gagner. Et ça a duré, il faisait une chaleur effrayante. Moi, arbitrage, comme ça. Et je me disais, ils vont y rester. Ça a duré 3h30. Et ça se jouait, au meilleur de 2-7. C'est vous dire combien on a eu de jeux de prolongation. Et finalement, Mitterrand a gagné. Et c'était absolument le triomphe de la volonté sur les moyens sportifs, j'étais plus jeune d'ailleurs, un peu plus sportif, et la qualité de jeu. Et après, longtemps après, j'avais évoqué ça avec Mitterrand, et je vais vous dire, c'est une vraie folie de ma part, je l'ai payé par une fatigue qui m'a tenu la moitié de l'été. Tellement ça m'avait plu, mais je pouvais pas perdre. C'est plus qu'une anecdote, c'est un trait de caractère. Je ne pouvais pas perdre. Bon. Alain Duhamel, je crois que c'est dans les années 60 que vous avez connu François Mitterrand. Vous étiez d'ailleurs journaliste au Monde à l'époque. Oui, moi je l'ai vu pour la première fois à 2 reprises, ce qui est assez rare. La première, c'était en fait en décembre 1965. Au moment de la présidentielle, alors. Juste après, j'avais publié dans Le Monde une série de 2 papiers, comme ça se faisait à cette époque, un peu scolaire évidemment, dans lesquels j'expliquais en gros que ces élections de 65, la grande nouveauté, c'est que l'électorat ouvrier avait quitté le général de Gaulle. Et ça a été la première polémique de ma vie, parce qu'immédiatement, il y a eu des agitations, on a dit c'est scandaleux, etc. Et François Mitterrand m'a fait appeler, il m'a pas appelé, il m'a fait appeler en disant qu'il serait content de me rencontrer. En réalité, c'était pour savoir si je disais ça par connaissance et expertise ou si je disais ça par sympathie et espérance. Et il a été très déçu parce que je lui ai dit mais non, c'est les chiffres, voilà, j'ai appris ça, j'ai travaillé à l'IFOP, je connais un peu ces choses-là, et voilà. Donc première chose, du coup ensuite je ne l'intéressais plus du tout. Et la deuxième fois, c'était, alors là, beaucoup plus personnel, à son initiative, et c'était en 1969, donc après une période qui pour lui avait été très difficile, ce qui avait suivi mai 68, puisque ça s'était mal terminé politiquement, et que ça c'était surtout ce qui était peut-être pire, parce que politiquement, c'était pas sa première ni sa dernière épreuve, mais ça s'était mal terminé psychologiquement, parce qu'il avait donné le sentiment de ne pas comprendre l'événement vraiment, dans sa dimension notamment culturelle, psychologique, et d'être complètement décalé par ceux qui, à d'autres moments, au contraire, se rueront derrière lui, c'est-à-dire les étudiants et les jeunes. Et je me rappelle qu'à cette époque où je l'ai alors énormément vu, puisqu'on s'est vu à ce moment-là une 50aine de fois, il habitait rue Guinemer, que vous connaissez bien, et de temps en temps, on cessait de travailler, on marchait dans le Luxembourg, et il se faisait siffler par les étudiants, systématiquement. Et donc, il avait à ce moment-là l'idée de faire un livre qui lui permette de rebondir. Et donc, comme il avait vu que j'avais fait un livre avec Raymond Aron, il m'a proposé de faire ce livre dans lequel, au fond, il a expliqué pour la première fois, sans me convaincre, hein, honnêtement, qu'il était socialiste, dans lequel il a, pour la première fois, écrit lui-même seul, cette fois-ci, sa première autobiographie. J'ai appris ensuite qu'elle était assez lacunaire, mais en revanche, extraordinairement talentueuse. C'est vraiment là beaucoup plus que dans ses pamphlets qu'il a montré qu'il avait un style à lui. Et puis ça a été une occasion formidable parce qu'à ce moment-là, on s'est vu 50 fois. Il était extrêmement perfectionniste. Racontez-nous comment il travaillait ses textes, comment il écrivait. Il était passionnant dans la conversation qu'on enregistrait et assommant pour tout le reste. Passionnant parce qu'il avait d'abord un vrai goût de la discussion, du débat, des objections. Il était enchanté dès que j'élevais une objection, il était enchanté. Je le sentais presque qu'il ronronnait quand j'élevais une objection. C'est peut-être parce qu'il se disait déjà qu'il allait la surmonter, évidemment, mais c'était presque physique. Et il avait, je ne sais pas si vous vous rappelez, chez lui un horrible rhinocéros en cuir qu'il installait à côté de son fauteuil. Et quand je lui posais une question qui allait lui permettre de briller, il passait la main sur le rhinocéros. Et je me disais, le voilà parti. Et alors, en revanche, ensuite, il reprenait, il travaillait beaucoup, lentement,
très attentivement et il n'y avait pas moyen de lui extorquer le texte. C'est-à-dire qu'il était incapable de tenir un délai. D'ailleurs, ça ne l'intéressait pas de tenir le délai. Et alors, ces textes, on avait été heureusement pas très loin, donc il y avait sans arrêt des va-et-vient. Ces textes, le premier était totalement assuré, biffé. Le deuxième comprenait partout des repentirs, des parenthèses, des flèches, etc. Et on a fini par aller corriger des épreuves à l'imprimerie. Alors à l'époque, au Monde, ça se faisait beaucoup de corriger des épreuves. En matière littéraire ou d'édition, en tout cas, c'était un peu moins fréquent. C'était formidable parce que pour connaître son caractère, c'était une expérience un peu ramassée, puisque ça s'est fait en pas trop de temps, où on se voyait vraiment beaucoup. Il était systématiquement en retard, donc je boudais, je repartais chez moi. Il m'appelait en disant « mais je suis arrivé », d'un air de dire « vous me faites attendre ». Voilà, j'ai vu je ne sais pas combien de centaines d'heures à ce moment-là. Et comme c'était un homme de fidélité positive ou négative, c'est-à-dire d'amitié ou d'animosité, et que ça le sortait, c'est lui qui en avait eu l'idée, mais ça le sortait d'une période difficile, et que le livre a été un grand succès politique pour lui. Il y a d'ailleurs eu un papier de Pierre Vian-Son-Pontet dont vous parliez tout à l'heure, dans Le Monde à sa gloire, à cette occasion. Et il m'a toujours un peu associé à ça, ce qui lui a permis de me pardonner des épisodes où nous divergions assez notablement sur certains sujets. Alors, Elisabeth Guigou, Alain Duhamel disait que c'était au lendemain d'une période un peu difficile pour lui qu'il l'avait rencontré. Je crois que pour vous aussi, puisque c'est au lendemain de sa défaite, de sa deuxième défaite à l'élection présidentielle, celle de 1974, que vous l'avez rencontré. Mais je vous laisse nous raconter cette histoire. Au cours d'un mariage. Voilà, c'était au mariage d'Hubert Védrine. Nous étions camarades de promotion. Nous sommes devenus amis avec Hubert, avec Michel, sa femme, et mon mari. Et donc, Hubert nous a invités à son mariage. En plus, avec Hubert, nous étions proches, puisque lui était dans les cercles très proches de la campagne de Mitterrand, Tour-Montparnasse. Et moi, je suis une petite main. Évidemment, j'étais adhérente déjà du Parti Socialiste, mais je distribuais des tracts, je collais les enveloppes. Enfin, j'étais vraiment la militante de base. Et alors, avec Hubert, je me souviens, il n'avait pas le temps. C'était juste avant la campagne présidentielle, était juste avant le concours de sortie de l'ENA, où nous étions tous les deux. Et j'avais dit à Hubert, eh ben, écoute, je vais te passer les trucs. Donc on avait pas mal travaillé ensemble. Donc voilà. Alors nous arrivons au mariage d'Hubert dans la Creuse, très belle maison de famille, et Mitterrand est arrivé pour le déjeuner. On connaissait ses liens avec le père d'Hubert, qui s'était forgé justement pendant la guerre, et vous avez suivi l'un et l'autre un parcours assez comparable. Assez maréchaliste au départ et puis ensuite dans la résistance. Et Mitterrand est arrivé à ce déjeuner. Il a été tout de suite entouré de toute la bande de jeunes que nous étions, quoi, parce qu'on avait tous fait sa campagne. Il avait porté un immense espoir. On n'attendait qu'une chose, c'était de le voir en vrai. Et il s'est tout de suite mis dans notre groupe de jeunes. Il n'a été intéressé que par nous. Et au fond, c'était pas du tout une circonstance triste parce qu'il sentait bien qu'à avoir presque gagné, en réalité, c'était pas du tout comme après les événements de mai 68 où il était au fond du trou, où on pensait vraiment qu'il était fini, qu'il avait complètement raté, il n'avait rien compris d'ailleurs. Il n'a jamais rien compris au mouvement de 68 et il voulait pas comprendre. Hein. Alors, ce jour-là, moi j'avais eu la chance d'être placée, je me souviens, à côté de lui. Il y avait une de nos amies marocaines très proche d'Hubert et de nous aussi qui était juste en face. Et alors, il faisait de la coquetterie parce qu'on était là en lui disant mais alors bon c'est tellement passé près, il faut vraiment que vous vous représentiez la prochaine fois. Vous croyez quand je commence à vieillir, etc. Et puis d'ailleurs oh non il faudrait. Enfin il avait souvent cette façon il nous a rejoué l'histoire plusieurs fois quand même, hein, y compris en 88 c'était. Et là il nous a beaucoup interrogés. Il était très curieux. D'abord, il nous a demandé
quelle idée bizarre. Pourquoi est-ce que vous faites l'ENA ? Comment peut-on imaginer de devenir fonctionnaire dans la vie ? Ça ne vous plairait pas davantage de faire de la politique ? C'est bien plus drôle, etc. Alors on essayait de lui expliquer, mais manifestement, parce qu'il il raillait beaucoup, il se moquait beaucoup des technocrates, des experts, il les aimait pas. Il disait, je me souviens, il disait qu'il préférait un cow-boy. Là, il parlait de Reagan, plutôt que d'élèves de l'ENA. Il trouvait beaucoup plus drôle. Et donc il était curieux de ça. Il se demandait ce qui pouvait nous intéresser là-dedans. Et puis, on a reparlé de mai 68 ce jour-là. Et on lui disait ce qui nous avait emballé, Mais pour lui, il comprenait pas, parce que c'était pas un mouvement politique. Il s'était complètement planté. Et voilà. Alors après, il nous a dit, écoutez, on va quand même, il faut travailler pour la gauche. Alors, si vous voulez, venez me voir. Alors, il a dit ça à 3 ou 4 autour. Moi, je me suis dit, c'est comme ça, une parole en l'air, donc je ne vais pas donner suite. Mais il y en a un parmi nous, s'appelait Patrice Corbin, qui a dit qu'à cela ne tienne, il lui a demandé un rendez-vous. 2 jours après, il est nommé son chef de cabinet. Et il a accompagné Mitterrand comme ça pendant des années. Voilà, alors ça, c'est le premier souvenir. Puis après, moi, je ne l'ai plus revu jusqu'à ce que j'arrive à l'Élysée en 82. Voilà, et donc là, ça commence absolument autre chose. Mais de ce déjeuner, d'abord, j'ai gardé des souvenirs de quelqu'un qui avait une bonne fourchette. Il aimait bien manger de bonnes choses. Qui en plus aimait tout ce qui toutes les conversations autour du repas, et puis qui quand même était extrêmement curieux des gens, de tous les gens qu'il pouvait rencontrer. Et ça, c'est un trait de caractère chez lui. Chaque fois qu'il voyait quelqu'un de nouveau, il voulait savoir ce que faisait sa vie, pourquoi il s'intéressait à telle ou telle chose. Et c'était une grande partie de sa séduction quand même, l'intérêt qu'il portait aux gens. D'ailleurs, il disait, faire de la politique, c'est dire des choses à des gens. Raphaël, merci. C'est un mot qu'il avait emprunté à Aristide Briand. Oui, c'est un mot d'Aristide Briand que Mitterrand citait volontiers et qu'il avait dit, je veux dire Aristide Briand, un journaliste du Times, qui lui disait vous avez été, c'était vrai, le plus grand nombre de fois ministre de la Troisième République, vous avez été un certain nombre de fois président du Conseil, pour vous, qu'est-ce que c'est que la politique ? Et alors là, Mitterrand aimait à rappeler ça. La politique, disait Briand, c'est dire des choses à des gens. Voilà. Et je trouve que c'est la plus belle définition qu'on ait jamais donnée de la politique.